Jean-Christophe est le propriétaire de ce café-restaurant du centre de Bordeaux. Dans la soirée du 26 août dernier, sur la terrasse, un drame a été évité de justesse. Capté par la caméra de l'établissement. Cet homme en bleu a voulu payer avec un faux billet de 20 €. Le serveur de dos décide de ne pas lui rendre. Une altercation éclate. En voyant la scène s'envenimer un petit peu, j'ai un client qui décide de s'interposer entre l'assaillant et mon employé. Et c'est à ce moment-là que cette personne se retourne et sort une lame d'à peu près 30 cm dans son dos. Par réflexe, le client en blanc évite de justesse le couteau. L'agresseur, très jeune, parlant peu français, a porté soudainement et presque gratuitement un coup qui aurait pu tuer et repart presque tranquillement. Pour Jean-Christophe, la scène est révélatrice de la situation à Bordeaux aujourd'hui. J'ai l'impression de ne pas être à Bordeaux, de ne pas être au Chartron, d'être dans un film d'action. À votre connaissance, c'est une exception, cette agression-là? À Bordeaux, le couteau? Ah non, c'est devenu à la mode, le couteau. Longtemps surnommée la Belle Endormie, Bordeaux s'est réveillé l'été dernier au rythme de faits divers sanglants. 31 agressions au couteau en un mois. Les affaires de coups et blessures en hausse de 40%, notamment dans le centre-ville. Selon la préfecture, la moitié de ces agressions serait le fait de mineurs, parfois âgés de seulement 14 ans, ou de jeunes majeurs, venus clandestinement sans leur famille du Maroc ou d'Algérie. Sans ressources ni volonté de s'intégrer dans les structures d'accueil, ils multiplieraient cambriolage et vol avec violence. Le phénomène touche Paris depuis 5 ans et s'étend maintenant à plusieurs grandes villes de province. À Bordeaux, il serait entre 80 et 150, vivant souvent dans des squats. Parfois pris en main par des réseaux, aucun n'a de document d'identité et presque tous se prétendent mineurs. Une façon d'échapper à l'expulsion, voire à la prison. Le problème, c'est pourquoi, quand il est interpellé dans tous les coins de France, il se croit obligé de donner de fausses identités. On a plus d'une dizaine de faits de vol violence, etc. Peut-être douter de vos déclarations quand même, monsieur, de la sincérité, non? Leur mode opératoire est résumé sur ces images captées par les caméras de la ville. Souvent sous l'influence de drogue, ils arpentent les rues à deux ou en petits groupes, à la recherche de victimes. Ils abordent en priorité les personnes isolées, comme cet homme en gris qui tient son téléphone dans la main gauche. Courte conversation avant de lui arracher son portable. Cette nuit-là, les voleurs ont été interpellés. Un défi pour les autorités, car certains vols deviennent ultra-violents. D'après la police, c'est à des voleurs de ce type que Benjamin et Yacine auraient eu affaire. Donc quoi? Quoi? On sort ou pas? Je sais pas, comme tu veux. En couple depuis 1 an, ils se sont demandés en fiançailles le 1er septembre dernier. Vers 1h du matin, Benjamin, styliste, et Yacine, comédien, rentrent chez eux dans le quartier de la Gare lorsqu'ils sont accostés par 2 jeunes inconnus. Ils viennent, ils se rapprochent, ils disent... Il y a un contact. Il y a un contact, ça se passe comme ça. C'est ouais, qu'est-ce que vous faites, machin, qu'est-ce que vous voulez? Ah, t'as pas une clope, t'as pas un truc. Et en fait, ils se mettent autour de nous. Enfin, on est 2, voilà, ils se mettent comme ça. Et puis, en fait, j'avais donc la bague de fiançailles qui pendait à mon cou. Et ils l'ont arrachée. On a décidé de pas récupérer l'objet parce que on savait qu'on était moins fort physiquement et que ça servait à rien et que potentiellement ça pourrait être dangereux. Et c'est une situation qu'on a déjà vécue plusieurs fois. On se dit, bon, mais c'est pas grave. C'est qu'une bague, c'est qu'un objet, on va pas risquer notre vie pour ça. Donc, du coup, on passe à autre chose. Donc, on a avancé, on n'a pas senti qu'on était suivi par eux.
Et quand on est arrivé chez nous, en fait, au moment d'arriver chez nous, Benjamin a mis les clés dans la porte. Et là, moi, j'ai vu une main, en fait, passer devant moi et planter le Benjamin dans l'épaule. Je me suis retourné, donc, parce que, voilà, j'ai été surpris. Et là, il a pris sa lame, il m'a regardé et il m'a dit sale pédé et il m'a tranché la joue. Et puis après, ça allait très vite. On s'est battu avec eux, des cris, du sang. Ils ont fini par prendre mon sac, du coup. Mais dans ce sac-là, ils ont juste pris un portable et des clopes. Je me suis dit, bon, on vient de se faire tabasser et on s'en est sorti vivant. Moi, c'est ça que je me disais. Et toi? Et moi, je sentais rien, mais j'ai vu la joue de Yacine, donc en fait, qui tombait de 4-5 cm, et j'ai cru le perdre. À sa sortie de l'hôpital, Yacine publie sur les réseaux sociaux la photo de sa cicatrice, longue de 16 cm. Pour les deux hommes, l'agression est peut-être crapuleuse, mais elle est aussi homophobe. Plus d'un mois après les faits, Benjamin et Yacine sont encore traumatisés. Depuis l'agression, du coup, on ferme le rideau parce que du coup, on est au rez-de-chaussée et que nos agresseurs, du coup, savent où on habite. On fait attention à rentrer avant qu'il fasse complètement nuit. On ne rentre qu'en tramway ou qu'en Uber. Et entre le tramway et chez nous, donc ça va, il n'y a que 100 mètres, mais on court. Vous courez? On court. Vraiment? Ouais. Les agresseurs de Benjamin et Yacine n'ont pas encore été identifiés. Lorsqu'ils en interpellent, les policiers ont bien du mal à mettre un nom et un âge sur ces suspects. Mets pas les mains dans le dos. Ce matin-là, 2 garçons ont été placés en garde à vue au commissariat central. Un vol avec effraction a été commis dans la nuit dans un marché couvert. Allez, choisis un numéro. Celui-là ou celui-là? Mets-toi là. Un vigile a mis les suspects en fuite. Voilà. Sur la base de son signalement, la brigade anticriminalité Mettez bien la planche devant vous, là, comme ça. a interpellé dans un squat les garçons tenant les ardoises 1 et 2. Derrière la vitre sans teint, le vigile doit maintenant reconnaître les voleurs. Alors, vous avez 4 individus, ils sont numérotés. Alors, est-ce que vous pouvez me dire les individus que vous avez remarqués ce matin? Pour moi, c'est le 1 et le 2. Vous devez désigner 2 numéros. Ouais. Vous êtes formel? Formel. Vous êtes formel, ok, donc ça va. Le témoin semble catégorique. L'enquête est confiée à un groupe spécialisé, créé il y a 1 an et demi pour lutter contre le phénomène, remonter les réseaux et identifier les suspects. On va se mettre dans la pièce, là. Les 2 garçons n'ont aucun papier et disent être âgés de 15 ans. Allez, enlève ton manteau. En France, un mineur de moins de 16 ans ne peut pas être placé en détention provisoire pour un délit. Et les mecs, ils ont été interpellés à 4 km de lui. Pour savoir à qui il a vraiment affaire, Stéphane, le chef de groupe, va utiliser un tout nouveau procédé, la reconnaissance faciale. Elles ont été fraquées. L'ordinateur compare la photo du premier garçon avec toutes celles enregistrées dans le fichier des antécédents judiciaires. Le logiciel révèle 6 clichés d'hommes déjà interpellés qui ressemblent très fortement à celui en garde à vue. Que là, c'est flagrant parce qu'on voit les lèvres, hein, quand on voit la commissure des lèvres, quand on voit au niveau du nez, on voit qu'on a affaire au même individu, quoi. L'épaisseur des sourcils, l'écart entre les sourcils. Là, c'est moins flagrant parce qu'il a les cheveux bien plus longs, un petit peu raidis. Par contre, on retrouve les lèvres, hein. Les lèvres, le bas, les rides qui sont ici, là, on les retrouve. Le logiciel donne un taux de concordance. Ici, il est à 96%. Ça veut dire que c'est forcément lui. Hein. Le logiciel, il n'a aucun doute. La justice considère qu'il s'agit du même individu à partir de 90%. Pour celui-là, 6 interpellations ces 5 derniers mois pour vol ou cambriolage dans plusieurs villes, lors desquelles il a donné des noms et des dates de naissance différentes. Le premier, il a donné comme date de naissance 27-11-2004. Et voilà, et là par exemple, là il a donné une date de naissance 27-11-2005, donc il s'est rajeuni. Puis donc apparemment, il a 1, 2, 3 identités différentes. On ne sait pas trop à qui on a affaire, quoi, en fait, au final. On sait qu'il ment déjà.
Pour l'instant, il y a l'entretien. Après, il y en a un qui voit son médecin. On voit ça après. Ouais, non, mais il faut les paluches avant l'audition. Les doutes sur l'âge et l'identité peuvent être levés grâce à leurs empreintes digitales. Ok, d'accord. Donc, je vais vous mettre un peu de gel. Les policiers vont envoyer ces empreintes aux autorités en Espagne, Une main, c'est pas évident. Tournez, bien à plat. souvent le premier pays européen dans lequel ces jeunes se déclarent lorsqu'ils accostent en provenance du Maghreb. Vous avez déjà fait tout ça? Les empreintes, vous avez déjà fait? Vous ne parlez pas français du tout? La plupart restent en Espagne jusqu'à leur majorité pour recevoir l'assistance aux mineurs là-bas et déclarent une nouvelle date de naissance à leur arrivée en France afin de continuer de bénéficier de cette protection. Les informations fournies en Espagne sont donc des éléments capitaux pour déterminer leur âge réel. Allez, installez-vous. Alors, En attendant la réponse, c'est Jérôme qui va entendre le jeune homme, en présence d'un interprète 94, c'est ça? et d'un avocat, obligatoire pour les auditions de mineurs. Donc il est connu des services de police et de gendarmerie. لك معروف عند الشرطة والجندرمة والبوليسية هنا يعني جابوك قبل هنا ولا non. Bah si, t'es connu des services de police et de gendarmerie, puisqu'on a tous tes antécédents judiciaires et on va en parler. Juste après. T'as déjà été interpellé par les services de police ou de gendarmerie? Jamais on m'a ramené ici. Non, pas à Bordeaux, je parle en France. Oui, en France, une fois, oui. Ok. Alors pourquoi il change d'identité à chaque fois qu'il est placé en garde à vue dans les commissariats de France? Parce que j'ai pas envie de salir mon dossier, j'ai envie d'avoir un papier. Jérôme l'interroge sur son départ d'Algérie, son parcours en France depuis quelques mois, et après 1 heure d'audition, en vient aux faits. Non, moi je vais pas. Donc là, je te montre un cliché photographique. On te suspecte d'avoir commis un vol par effraction à l'intérieur de ce bâtiment qu'on appelle les halles de Bacalin. Donc, est-ce que tu connais cet endroit? Est-ce que tu y es déjà rentré déjà? Non, je connais pas cet endroit et je vais pas y rentrer. Hein. Vous voyez que j'ai ma main qui est comme ça blessée, vous croyez que moi je suis pas un criminel, moi. Il a été reconnu formellement par l'agent de sécurité. Montrez-moi quelque chose. Montrez-moi quelque chose. Les caméras, on va les avoir, parce qu'il n'a pas de chance, parce que ça a été filmé. Voilà. Donc les caméras, on est en train de les visualiser, là, on est en train de les récupérer. Je vous jure, sur la tête de ma mère qui est morte, qui est dans la tombe, que j'ai pas volé. Voilà. 2 heures après cette audition, Stéphane reçoit les premières images de vidéosurveillance de l'établissement. Un premier voleur apparaît. Ah non, là, il a pas, là, putain. Merde. Sa main entière, il n'y a pas de bandage. Il a pas, parce que tu vois les mains, il a les doigts pris. Le second voleur non plus ne porte pas de bandage, contrairement au jeune homme en garde à vue. Les tenues vestimentaires et les corpulences ne correspondent pas. Les 2 garçons seront relâchés. Un des auteurs du vol sera identifié quelques mois plus tard et incarcéré. Un adulte qui assurait avoir moins de 18 ans. Selon la justice, un jeune voleur sur 2 se prétendant mineur serait en réalité majeur. Une façon d'éviter la justice des adultes, plus sévère. Venez, messieurs. Bonjour, monsieur. Après 48 heures de garde à vue pour le vol avec violence d'un collier en or, cet homme, qui se dit mineur, est amené devant le procureur. Alors, monsieur, vous vous souvenez de moi? Je vous ai vu en prolongation de garde à vue. Amélie Pison doit décider si elle l'envoie devant un juge pour enfants ou en comparution immédiate, procédure express réservée aux majeurs. C'est quoi votre date de naissance? 03-02-2004. Ça vous fait quel âge? Je suis un 16 ans. Vous pouvez juste 1 minute baisser votre masque? Le masque. Vous avez 16 ans.
Vous avez la réflexion en prolongation de garde à vue. Vous êtes tout barbu, vous avez les golfs creusés. Il dit qu'il y a quand même 16 ans. Le suspect est inconnu en France, où il est arrivé il y a 2 mois. Il a auparavant passé 6 ans en Espagne, qui a transmis des éléments aux autorités françaises. Attention, je vais le noter. On a la preuve que vous êtes passé par un autre pays européen, sauf que là, vous aviez dit que vous étiez né en 97, donc vous seriez largement majeur. Qu'est-ce que vous avez à me dire là-dessus? Il dit qu'en Espagne, il a juste fait un examen osseux et c'est ce qui a déterminé cet âge-là. Une radio des os, parfois pratiquée en Espagne, qui permet de déterminer une année de naissance. Selon cet examen, le suspect aurait aujourd'hui 23 ans. Et vous pensez vraiment que le tribunal va croire que vous avez 16 ans? Il dit que c'est la vérité, il n'y a pas de mensonge. Alors, monsieur, je vous explique. Moi, je vous crois pas, ok? Je crois que vous êtes majeur et je veux que vous soyez jugé en comparution immédiate, c'est-à-dire que vous soyez jugé aujourd'hui. Pour l'accusé. Son apparence physique et la date de naissance retenue en Espagne le conduisent en comparution immédiate. Je laisse expliquer. Ça, vous le direz au tribunal, par contre. Je vous le redonne. Il sera condamné à 3 mois de prison et placé immédiatement en détention. Comme lui, un faux mineur est jugé presque chaque jour en comparution immédiate à Bordeaux. Des voleurs qui n'agissent pas tout à fait seuls et qui écoulent leur butin grâce à des receleurs, eux bien implantés dans la région bordelaise. En février 2020, les policiers ont intercepté 2 véhicules prêts à partir à l'étranger, remplis de marchandises volées. 6 membres d'une même famille âgés de 30 à 50 ans ont été interpellés. La police, vous ouvrez tout de suite. Vivant, eux, légalement en France, ils auraient profité des activités d'une 50aine de jeunes voleurs. 37 000 € en espèces, des téléphones, ordinateurs, montres et bijoux en or sont retrouvés. Ainsi que des médicaments, comme du Lyrica, un antiépileptique que les voleurs utiliseraient comme une drogue et qui les désinhiberait tout en entraînant une très forte dépendance. Pour la justice, sortir ces jeunes de la rue devient une gageure. À Bordeaux, il y aurait une 50aine de mineurs qui échappent aux structures traditionnelles d'aide à l'enfance. Au dépôt du palais de justice, Élodie, éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse, va dialoguer avec un adolescent de 16 ans, transféré ici après sa garde à vue. Je te vois aujourd'hui parce que tu vas être déféré devant le juge des enfants pour des faits de recel de vol. Un entretien obligatoire pour tous les mineurs avant leur passage devant le juge. Ta date de naissance, s'il te plaît. 05/05/2004. Tu es né où? À Oran, en Algérie. Ça fait longtemps que tu es en France? 2 ans? Amen. 2 ans, oui. Pourquoi tu es parti d'Oran? Parce que j'avais des problèmes. Tu avais des problèmes de quel type? Pourquoi vous voulez le savoir? C'est juste pour le dire au juge. Oui, parce que chez moi, en fait, dans mon pays, j'ai commencé à vivre dans la rue alors que j'avais 9 ans. Ce que l'adolescent, lui, voudrait savoir, c'est où il va être emmené ensuite. Des médicaments. Alors il dit, vous êtes l'éducatrice, si jamais le juge me libère aujourd'hui, est-ce que vous m'accompagnez dans un foyer? On n'aura pas de place en foyer pour ce soir, d'accord? De toute façon, je ne veux pas de foyer. Moi, ce qu'il me faut, c'est qu'on me relâche. Les jeunes voleurs refusent presque toujours de vivre en foyer d'accueil et s'en enfuient à la première occasion. Pour les extraire de la rue, la justice parfois n'a plus que la prison. Asseyez-vous là, monsieur. Dans le dossier de l'adolescent, Asseyez-vous. Christine Campan, la chef du parquet des mineurs, a retrouvé une condamnation prononcée contre lui 2 ans plus tôt. Il avait 14 ans. Donc ce jour-là,
Il n'est pas venu à l'audience du tribunal pour enfants de Paris, mais il a néanmoins été condamné à une peine de prison de 1 mois. Oui. Oui, je le sais. Très bien, parfait. Donc moi, le procureur de Paris m'a demandé de mettre à exécution la peine, c'est-à-dire, comme il a été condamné à 1 mois, il va aller en prison et il pourra faire appel, s'il le veut, depuis la maison d'arrêt de Gradignan, il pourra faire appel de cette peine. Je voudrais convertir cette peine en travaux d'intérêt général. Bah tiens, ça n'est pas possible et c'est doublement pas possible parce que il peut encore en faire appel. Et d'autre part, pour pouvoir avoir un travail d'intérêt général, encore faudrait-il qu'il ait une adresse fixe, ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire que vous voulez dire que je dois aller en prison aujourd'hui? Oui, ce soir. Depuis sa condamnation il y a 2 ans, le garçon ne s'est pas réinséré et a récidivé. Il ne peut plus échapper à la prison. Alors, j'ai quelques questions, moi, à lui poser. Actuellement, est-ce qu'il a déjà été incarcéré? Est-ce qu'il a déjà été en prison? Jamais. Non, jamais. Est-ce qu'il a des problèmes de santé particuliers? Oui, je suis un traitement, j'ai un médicament que je dois prendre. Alors, qu'est-ce qu'il a comme problème de santé et c'est quoi le médicament, le traitement? Ah oui, non, mais le Lyrica, c'est une drogue et ça, on va sûrement pas lui donner du Lyrica, non? C'est l'antiépileptique avec lequel les jeunes voleurs se droguent. Ou du Rivotril aussi. C'est classé comme stupéfiant, le Lyrica. En prison à 16 ans. Au revoir. La solution ne réjouit pas Christine Campan, qui s'avoue démunie face à ce phénomène. On a essayé absolument toutes les sortes de foyers qui sont à notre disposition. Les centres éducatifs renforcés, les centres éducatifs fermés, plutôt en ville, loin, en campagne. On a essayé les familles d'accueil. Rien ne fonctionne. Ils ne veulent pas être placés, nulle part. Et au final, on n'est pas satisfait du résultat, parce que la justice des mineurs, elle est là pour réinsérer des mineurs, leur offrir un meilleur avenir, faire en sorte que on puisse les mettre sur des rails qui leur permettra d'être autonomes à leur majorité, avoir une formation, quelque chose. Et là, on a vraiment un sentiment d'échec total, malheureusement. Mais une poignée de ces mineurs acceptent la main tendue. Donc là, t'as reçu la livraison? Ouais. Là, tous les pages sont datés, tous. Les DLC sont bonnes? Ouais. Karim, 17 ans, est en stage rémunéré depuis 4 mois dans le snack de Ben, en périphérie bordelaise. T'as vérifié les pains aussi? Ouais, tout. C'est la chance que je cherche avant, c'est bon. Je cherche un boulot, travail légal, bah c'est bon, c'est ça. Je sens bien avec tous mes collègues, quel que soit le directeur Ben, Alain Madière, tout le monde, bah c'est bon. C'est quelqu'un qui me fait les ouvertures, donc il arrive à 9h. Et donc il s'occupe de toute la partie cuisine. Donc c'est quelqu'un sur qui je fais confiance. Et on en est tous satisfaits. Karim était un de ces jeunes voleurs. Aujourd'hui pris en charge par une association, il dort dans un lieu de vie. Là, c'est les chambres de les indicateurs et tout. Là, il y a la machine à laver, on lave des habits et tout, comme ça, c'est... Bah, et ça, c'est ma chambre. Karim explique avoir quitté sa famille et son pays à 14 ans pour réussir sa vie en France. Mais la Méditerranée traversée, sans papier ni ressources, ne parlant pas le français, il se retrouve à la rue. Des fois, tu tombes dans des squats qui tu dors avec ton sac à dos comme ça. Comme ça. Tu dors comme ça, frère, avec une cellule. Il y avait de la violence aussi parfois dans les squats? Ah ouais. Au début, tu trouves que c'est un peu bizarre. Et après, c'est bon. Hein. Lui, le bagarre par là, tu tournes ta tête à l'autre côté, tu dors. C'est pas ton problème, de toute façon, tu le connais même pas. Vous preniez les médicaments dont on parle beaucoup là? Ouais, avant. Il y a de l'Erica, ça, ou je sais pas, le niveau train avant. Et ça fait quoi? C'est... On dirait, tu vois,
Tu es à l'arrêt, tu es en galère, c'est-à-dire que tu réfléchis beaucoup, tu vois, tu penses trop. Mais quand tu prends des médicaments comme ça, tu résistes, même quand il fait froid ou il fait chaud. Le temps il passe vite et tu réfléchis rien, tu penses de rien. Tu n'existes même pas déjà. Il se serait mis à voler pour vivre, voire survivre. J'ai arraché des téléphones, j'ai cassé des voitures. Mais la voiture, j'étais cassé au mois de mars, à 5h du mat. Je mourais de froid. Il y a une doudoune dedans. J'ai cassé la voiture, j'ai pris la doudoune. Et vous êtes fait arrêter? Ouais, sur place. Sur place. La juge des enfants lui propose alors d'être placé dans ce lieu, auprès d'Afid, éducateur depuis 25 ans. Il n'y a pas de souci particulier au travail? Pas du tout. Depuis que je suis venu, c'est bon, tout est réglé? Tout est bon, pas du tout. Lorsqu'ils se rencontrent, après 3 ans de rue, Karim est en mauvaise santé, accro aux médicaments et à sa vie d'alors. T'as abandonné toutes tes affaires, toi, tu te souviens? Ouais, pendant le confinement. Ben oui, tu m'avais dit quoi? Tu m'as dit oui, Afid, je veux retourner au squat, récupérer mes affaires. Je t'ai dit, si tu retournes au squat, tu reviens plus. Ouais, parce que tu m'as dit quoi? Tu m'as dit alors, laisse tomber, c'est bon. Et depuis, tu m'as plus jamais reparlé de tes affaires. L'intégration de Karim est encore fragile. Ouais. Il reste une exception, car selon Afid, pour tous ces jeunes voleurs, les risques de rechute sont nombreux. Il y a aussi un conflit de loyauté, hein, en se disant que mes propres amis vivent dans la rue, dans une entrée, dans un coffre de voiture, dans un squat, et moi je suis là. Et du coup, ils subissent aussi des pressions de l'extérieur, des messages parfois, qu'est-ce que tu fais là-bas? Allez, reviens avec nous, etc. Donc c'est vrai que chez eux, ça engendre quand même pas mal un combat quand même intérieur qui est difficile. Enfin, c'est une lutte quand même compliquée à mener pour eux. Majeur dans quelques mois, Karim compte demander sa régularisation. Julie Ravenne, 37 ans, est juge au tribunal pour enfants de Nanterre. Ce matin, elle va décider du sort de jeunes prévenus dans 10 affaires différentes. Bonjour. Les audiences se déroulent à huis clos pour protéger les mineurs. Une intimité que notre caméra a pu exceptionnellement rompre. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Entourée de ses 2 assesseurs, Julie Ravenne s'attaque au premier dossier, celui de Jordan. Bonjour monsieur. Le jeune homme a déjà été condamné 5 fois pour vol, recel et usage de stupéfiants. Aujourd'hui, il comparaît pour avoir dérobé un sac à main, un vol avec violence, commis quand il avait 17 ans. Les policiers en patrouille ont vu une femme en état de stress. Elle dit qu'un qu'un des individus l'a aveuglée avec un sac poubelle noir qui a été placé donc sur son visage. Elle a senti un coup de pied à la jambe droite, ce qui l'a fait chuter face contre terre. Elle a vu alors environ 4 individus prendre la fuite, dont un qui était porteur de son sac à main. Et elle reconnaît effectivement que le téléphone qui a été retrouvé sur vous, monsieur, est bien le sien. Alors, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui sur ces faits? Que j'ai fait une grande bêtise et que j'aurais jamais dû accepter de faire le guet. Jordan prétend n'avoir joué qu'un rôle de guetteur. Il serait resté à l'écart en observant la scène. Il y en a un qui l'a, avec les sacs poubelles que j'avais, il a caché ses yeux et il l'a balayé. Et pendant qu'il a balayé, l'autre a pris son sac et on est parti en courant. Et à quel moment ont été portés les coups de pied, du coup? Juste avant qu'il ait arraché son sac. D'accord. C'est vous qui étiez en possession des sacs poubelles? D'accord, ok. Pourquoi vous êtes avec des sacs poubelles sur vous? Comme ça, j'en avais. Mais quelle est l'utilité de sortir avec des sacs poubelles sur soi? À quoi ça sert? C'est pas des vrais sacs poubelles, c'est des tout petits en fait. Mais ça sert à quoi? Ça, c'était pour des bonbons. Pour des bonbons? On est loin des bonbons là. Bon. Vous pensez qu'elle a ressenti quoi, cette personne, ensuite? Elle a dû être traumatisée. Et à votre avis, c'est quoi les conséquences sur sa vie de tous les jours ensuite? D'avoir peur de sortir chez elle. De se promener dans la rue?
d'aller quelque part, hein, de faire un trajet dehors seul. Vous avez conscience de ça? Puis encore une fois, c'est des faits d'une extrême violence. Hein. C'est pas juste c'est pas juste le fait d'arracher un sac à main. Alors effectivement, vous dites que votre rôle était plus extérieur. Pour autant, vous êtes resté là, monsieur, et vous n'avez rien fait. On prend le dossier. Le procureur requiert 3 mois de prison avec sursis. Malgré le sermon de la juge, Jordan ne semble pas avoir pris conscience de la gravité des faits. Son éducateur, qui le suit depuis ses premiers délits il y a 2 ans, tente de lui remettre les pieds sur terre. Elle n'a pas l'air très contente, la juge. Pourquoi elle serait contente? Je sais pas. Il y a une femme qui a été agressée, un sac plastique sur la tête. Non, mais on dirait que ça n'allait pas très bien se passer. Je me sens pas très bien. Ben, comment tu aurais voulu qu'elle soit? Qu'elle te fasse la bise, qu'elle te... Non. Je sais pas, qu'elle te dise quoi, que c'est bien ce que t'as fait, c'est quoi? T'es une victime derrière, hein, c'est pas rien. Hein. Jusqu'à présent, Jordan n'a été condamné qu'à des travaux d'intérêt général. C'est la première fois qu'il encourt une peine de prison. C'est pas facile. C'est compliqué. Est-ce que tu arrives à comprendre aussi pourquoi tu as fait tout ça jusqu'à maintenant? C'est peut-être on aime l'adrénaline, on aime faire ça. Et aussi moyen de se faire remarquer par les gens, être là, être présent. Moyen de gagner un peu d'argent aussi? Oui, après il y a toujours l'idée de l'argent. Avoir un peu d'argent dans sa poche, on va pas refuser. Après 30 minutes de délibéré, la juge rend sa décision. Donc, monsieur, le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits de vol avec violence. Le tribunal vous condamne à la peine de 6 mois d'emprisonnement, assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de 12 mois. 6 mois de prison avec sursis, le double des réquisitions. Jordan, 19 ans, aujourd'hui sans emploi, doit également trouver du travail ou une formation. Sinon, ce sera l'incarcération. Voilà, monsieur, vous pouvez y aller. Merci. Au revoir, monsieur. Chaque année, ils sont 600 à comparaître devant le tribunal pour enfants de Nanterre. En moyenne, les mises en cause ont 16 ans au moment des faits. En France, la justice pénale s'applique dès l'âge de 13 ans. Le rôle des juges des enfants n'est pas uniquement de sanctionner, mais de faire prendre conscience à ces jeunes de la gravité des faits. Une justice éducative, rendue ici uniquement par des femmes. 9 magistrates qui gèrent plus de 3000 dossiers par an. Ce sont les procureurs qui décident des éventuelles poursuites judiciaires. L'école fait état de dénonciation de contraintes ou pas? Stéphanie Gian, 38 ans, est de permanence ce jour-là. Et dans le cadre de son expertise, la mineure ne faisait pas état de contraintes non plus. Au téléphone, un policier d'un commissariat du département. Un collège lui a signalé une suspicion de viol sur une de ses élèves. Il veut connaître les suites à donner à cette affaire. Mais le viol n'est pas du tout caractérisé, là. Ils ont le même âge, elle vous dit qu'il n'y a jamais eu de contrainte ni de violence, qu'elle était consentante. Bon, vous pouvez transmettre en vue d'un classement et d'une évaluation sociale. Autrement dit, le collégien ne sera pas poursuivi par la justice. D'accord. Chaque jour, la procureure reçoit en moyenne une trentaine d'appels de commissariat concernant des mineurs. Quand les faits sont graves, elle place les jeunes en garde à vue pour 48 heures maximum, comme pour les adultes. Bonjour. C'était le cas la veille pour 3 adolescents âgés de 15 à 16 ans. Ils sont soupçonnés de vol à l'arraché sur une vieille dame qui est tombée sous le choc. La procureure va leur parler par visioconférence. Bonjour monsieur, est-ce que vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Oui. Vous êtes devant moi parce que j'envisage de prolonger votre garde à vue car l'enquête n'est pas terminée. Elle ne sera pas terminée à 16h15. Est-ce que vous pouvez me dire comment se déroule la garde à vue jusqu'à présent? Bien. Vous vous êtes alimenté? Non. Pourquoi? J'aime pas. Vous n'avez rien mangé depuis hier 16h15? Ouais. Bon, puisque je prolonge votre garde à vue, je vous conseille de vous alimenter parce que ça va faire un petit peu long, hein, 1 jour et demi, 2 jours sans manger. On va pas vous forcer à manger, mais c'est dans votre intérêt. Les mises en cause
passent à tour de rôle devant le procureur. Bonjour monsieur. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire sur la prolongation que j'envisage? Est-ce qu'après que ça sera prolongé, est-ce qu'elle se sortira? Alors moi, ce que j'envisage en l'état, c'est que après la prolongation, vous soyez déféré au tribunal. Parce qu'il vous est reproché des faits assez violents. Donc je souhaiterais que vous soyez déféré devant un juge pour enfants. À Nanterre, un mineur sur 4 poursuivi par un juge des enfants est déféré. Il comparaît immédiatement après sa garde à vue devant le juge, risque des poursuites pénales et même l'incarcération sur le champ. Au revoir monsieur. Stéphanie Dian s'entretient maintenant avec la juge devant laquelle les 3 jeunes comparaîtront le lendemain. Oui, la permanence. Je viens de le prolonger. Je viens de vous laisser un message sur votre répondeur. Ne l'écoutez pas, du coup, il doit être vraiment... c'est pas grave. Ils ont agressé une vieille dame. Ça va pas. On sait quel âge elle a, la dame? Merci. À tout de suite. Oui, on sait, mais je ne l'ai pas noté. La victime, âgée de 80 ans, a été hospitalisée. Elle souffre de plusieurs fractures. Reconnaît et il indique qu'il s'était concerté, que les 2 autres ont fait le guet pendant que lui allait arracher le sac à la victime et ensuite ils sont partis en courant, ils allaient partager le butin. La juge connaît bien l'un des 3 jeunes, Arnaud, 16 ans. Elle l'a déjà mis en examen 2 fois pour le même type de délit. La dernière fois, c'était il y a 3 semaines seulement. Des violences sur une personne âgée. C'est quand même un souci. Ça m'interroge quand même sur sa personnalité. Parfois sur des personnes, tu vois, sur des personnes âgées. C'est un gamin, on a l'impression quand il est complètement un peu en décalage avec la réalité. Pour l'instant, j'ai que ça. Si j'ai d'autres choses, je te préviendrai. La juge pourrait décider de le placer en détention provisoire. Parfait. Il est rapide. Le lendemain, la mère de l'adolescent attend son fils devant le bureau de la juge avant sa comparution. Agent d'entretien, elle l'élève seule. Elle sait qu'il risque la prison et elle le souhaiterait presque. Comment vous vous sentez? Très mal. Pourtant j'ai l'habitude, mais à chaque fois c'est... Je suis pas bien. Je dis moi j'en ai marre. Qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Qu'il soit vraiment puni pour quelque chose. Je vous dis franchement, s'il est emprisonné, c'est bien fait pour lui. Je vous dis, j'en peux plus. Il devrait faire comme en Amérique, les prisons pour les adolescents, là. À je sais pas quelle heure du matin, debout, et puis hop. C'est difficile pour une maman aussi de vivre tout ça? Ah oui. Parce que je comprends pas ce qu'il a dans la tête. Je vous dis, quand je peux lui donner de l'argent, je lui donne. C'est pas quelqu'un de malheureux, quoi. C'est... Plus qu'on leur en donne, plus qu'ils en veulent. Et puis là, il y a un peu une escalade aussi dans la violence. Bah ouais, parce que... Pareil, je comprends pas, il a jamais été agressif. Et depuis quelque temps, parce qu'il a bon cœur. Tout seul, on fait ce qu'on veut de lui. Mais dès qu'il est en bande, ils veulent se faire montrer. C'est moi le caïd, et puis voilà. Nous n'avons pas pu assister à l'audience. 1 heure plus tard, Arnaud est mis en examen. Il repart menotté pour le quartier mineur de la prison de Nanterre. Il est placé en détention provisoire. À Nanterre, comme partout en France, les juges des enfants ont aussi une autre mission. Ils consacrent 70% de leur temps à l'assistance éducative. Un accompagnement de familles cabossées, de parents désunis, de foyers où la violence perturbe l'équilibre des enfants. Ce matin,
la juge Delphine Blot reçoit le petit Tom, 6 ans, et ses parents. Voilà, pour la situation de... S'il vous plaît. Bonjour monsieur, bonjour madame. L'enfant vit en garde alternée chez ses parents divorcés. D'accord. C'est la mère qui a saisi la juge il y a 2 ans, inquiète des conditions de vie de son fils chez le père. Alors, vu son jeune âge, il a le droit de jouer dans son coin s'il veut, hein, c'est pas un souci. Une enquête sociale a confirmé que le conflit parental perturbait l'enfant. La juge a nommé une éducatrice, ici en rouge, pour suivre le bon développement de Tom et conseiller ses parents. 2 fois par an, ils sont convoqués au tribunal pour faire le point. Alors, je rappelle qu'à la base, cette mesure avait été ordonnée surtout en raison du conflit parental assez massif, assez important, qui pouvait impacter effectivement de façon assez importante. Étant précisé que c'est ajouté aussi à tout ça une affaire de violence pour laquelle vous avez été condamné, où madame, je crois, faisait partie des victimes et auxquelles avait assisté. Donc tout ça faisait que effectivement il y avait des grosses inquiétudes sur l'évolution de ce petit garçon. Alors étant précisé aussi que chacun des parents, alors c'est ce qui est indiqué d'ailleurs dans le rapport, c'est qu'il y a des liens d'attachement très forts entre... Bon, ok, ça a le mérite de la spontanéité. Qu'est-ce que tu as dit que tu avais peur de papa? C'est le cas? Bon. On peut dire qu'il y a des choses à dire, monsieur, là, parce que j'ai l'impression que... Bon, on va justement, monsieur, expliquer. Il est formaté par la mère pour dire ce que la mère veut. Vous voyez, ce sont des propos, il n'y a que chez la mère qu'il a pu entendre dire cela. Donc, il y a des soucis à ce niveau-là, où le petit, il y a une aliénation parentale qui est en train de se mettre en place contre moi. Alors après, monsieur, on n'est pas psy, parce que pour parler d'aliénation parentale, c'est un mot fort, c'est d'ordre pédopsychiatrique. On peut peut-être éviter de cristalliser, on va dire, les difficultés à cette audience, puisque là, bon, l'intérêt, justement, c'est que moi, je constate que la situation, pour le coup, n'a pas beaucoup avancé depuis quelque temps. La mère, médecin de profession, prétend également qu'à chaque fois qu'elle récupère l'enfant après un séjour chez le père, il a des bleus ou des cicatrices. Elle accuse son ex-mari de négligence. Sur les éléments, on va dire, plus récents. Pour la cicatrice, il a été la cicatrice laissée seule dans un jardin public où visiblement son père ne le surveillait pas du tout et il est tombé dans un trou. Bon, alors monsieur, est-ce que vous souhaitez à ce stade répondre si possible? Restant calme. Très factuellement, oui, très calme, très factuel. Voilà, donc, mon fils est complètement couvert de bleu, il est cicatrisé de partout. Voilà, donc c'est vachement compliqué dans un contexte de déformation professionnelle. Mon ex-épouse est médecin, qui voit les maladies partout. J'ai vécu avec elle et je le sais. Il y a une cicatrice de 4 cm qui n'a pas ses nécessités de suturation. Il n'y a jamais eu d'enfant abandonné dans un parc qui est tombé dans un trou. Comme tous les enfants, ils jouent, ils courent. Tous les enfants de son âge se font des petits bobos, c'est de la bobologie. J'ai l'habitude. C'est pas la première fois que tu produis des choses pareilles. Vous niez, voilà, madame reste inquiète. En tout cas, objectivement, ça permet de constater que le conflit, il reste important. Et surtout, oui, il va falloir qu'il puisse grandir avec des parents qui s'entendent un peu mieux, parce que sinon, ça risque, monsieur, de vraiment entraîner des grosses inquiétudes pour si ça continue comme ça, dans son développement. Parfois, ce genre de petits garçons qui continuent à grandir, qui arrivent à l'adolescence, ça peut arriver qu'ils aillent vraiment très mal, qu'ils fassent un rejet total de la famille, qu'ils deviennent complètement révoltés, puis qu'ils tombent dans des conduites. Ça, on le voit parfois, effectivement. Donc, il y a un vrai danger, je pense, sur un plan psychologique. Mettre en place un suivi éducatif le plus tôt possible pour éviter qu'à l'adolescence, le jeune ne sombre dans les difficultés. Tu viendras jouer? Le pari n'est pas toujours gagné. D'accord. Bon, je vous tiens au courant, messieurs, dames. À bientôt. Johan, 16 ans, est en décrochage scolaire. Après des problèmes de violence à la maison, il a fait l'objet d'un signalement des services sociaux il y a 3 ans. Depuis, il est suivi par une juge en assistance éducative. Mais ce matin, c'est dans le cadre pénal qu'il est convoqué après un recel de scooter. C'est la 2e fois en moins d'1 an qu'il est poursuivi pour un délit. Un peu stressé. Alors, par rapport à la juge, parce que la juge, elle me connaît bien et ça faisait longtemps qu'elle ne m'a pas vu. Parce que moi, je vous ai, comme je l'ai dit, je vous ai dit, moi, je fais plus de bêtises, c'est fini. Qu'est-ce que tu imagines qu'il peut se passer? Je sais pas, la prison.
Parce que l'année dernière, quand j'étais déféré, il y avait une juge. Elle m'a dit, la prochaine fois que je te revois, je te mets en prison. Elle fait, je vais te mettre des grosses peines, tu sais, elle fait, toi, je t'aime pas, et ça. Voilà. Assisté de l'avocate de permanence, Johan se présente devant la juge qui doit lui notifier sa mise en examen. C'est parfait. Je te laisse t'asseoir. Le papa est là, j'ai cru voir. Voilà, monsieur, bonjour. Je vous laisse vous asseoir à côté de votre fils, s'il vous plaît. Donc, je suis bien contente de vous voir, monsieur, parce que ça fait longtemps que je vois en audience. Et c'est vrai que j'avais pas pu vous voir jusqu'ici, ou peut-être tout au début. Donc, c'est très bien d'être venu aujourd'hui. Ça va permettre qu'on fasse ensemble un point sur la situation de votre fils. La juge interroge Johan. Le jeune homme prétend avoir simplement garé un scooter pour le compte d'un ami, en ignorant qu'il était volé. La même défense que pour son précédent délit. Donc on a un peu l'impression qu'à nouveau, c'est un jeune probablement majeur qui te demande de faire un peu le sale boulot pour lui. Et résultat, c'est toi qui te fais attraper et c'est pas lui. On a l'impression que c'est assez récurrent quand même, ce genre de choses. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrête à un moment donné ? Parce que là, ça refait une procédure pénale. Comment faire pour que tu sois capable, à un moment donné, de dire non, je suis pas d'accord, j'ai pas envie de faire ça, etc. Je pense que si je retrouverais une école, plus loin, on va dire. Pardon ? On va dire si je retrouverais une école un peu plus loin de chez moi. Un peu plus loin, alors c'est toujours la question. Comme ça, je reviendrai tard, comme ça, je croise personne de ma vie. Ouais, ok. Bon, donc j'en conclus que ton souhait, c'est toujours un peu d'être éloigné de ce quartier. Ton quartier. Bon. Mais là, il va falloir sérieusement que les procédures pénales s'arrêtent. Parce qu'une prochaine fois, le procureur, ça sera un déferment, ça sera un contrôle judiciaire, ça pourra même être de la détention provisoire si ça continue. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait plus de dossiers. Voilà, je vais te demander une signature, s'il te plaît, en bas de chaque page. Il faut que tu signes recto verso. Aujourd'hui, pas de détention provisoire. Johan doit seulement signer son procès-verbal de mise en examen. Rappel à la loi, travail d'intérêt général ou stage de citoyenneté. Pour les faits commis, il ne risque qu'une mesure éducative. Voilà, je vous laisse y aller. Au revoir. Johan sera jugé une semaine plus tard par Delphine Blot dans ce même cabinet. Au revoir, monsieur. Les mineurs ne comparaissent dans une salle d'audience que pour les affaires les plus graves. Un tiers des cas. Un moment solennel, comme pour les adultes, afin de créer un électrochoc chez ces jeunes en perte de repère. Ce matin, c'est la présidente du tribunal pour enfants, Béatrice Baudimont, qui dirige l'audience. Merci. Merci. Sur les 10 dossiers du jour, la moitié concerne du trafic de stupéfiants. Alors, l'audience reprend, vous pouvez vous asseoir. Mathéo, 16 ans au moment des faits, comparaît pour la première fois. Bonjour monsieur. Il est accompagné de son père, commerçant, et de sa mère, auto-entrepreneur. C'est elle qui l'a dénoncé auprès des policiers. C'est votre mère qui s'est présentée au commissariat en indiquant que dans votre chambre, elle avait remarqué une boîte dans laquelle elle avait trouvé de la matière brunâtre ressemblant à de la résine de cannabis, ainsi que des billets de banque. Et que donc elle amenait tout ça à la police puisqu'elle ne voulait pas cautionner ce comportement. Pour financer sa consommation, Mathéo se serait mis à dealer. Il aurait acheté 400 € de cannabis pour le revendre. Depuis combien de temps ça a duré, ce trafic ? Ça a duré 4-5 mois. 4-5 mois au total. Oui, un peu. Et vous pensiez que si votre mère n'avait pas fait cette démarche d'alerter la police et de demander de l'aide, en fait, qu'il y ait un coup d'arrêt, ça aurait pu continuer combien de temps ? Franchement, je sais pas. Je pourrais pas vous dire, mais à mon avis, dans l'optique dans laquelle j'étais à ce moment-là, à mon avis, j'aurais pas moi-même de ma propre, j'aurais pas arrêté comme ça en fait. Heureusement que ma mère elle est partie au commissariat pour pouvoir m'aider. Bon, alors on va demander donc aux parents et puis à tous les professionnels qui accompagnent le jeune homme de s'approcher, s'il vous plaît. Pour comprendre comment il a sombré dans le trafic, la juge se penche maintenant sur son contexte familial. Elle entend son père. Le petit a dévié, il avait 13-14 ans, il prenait sa trottinette, il me disait « Papa, je suis à l'école ». Puis finalement, il n'était pas à l'école.
Sans que je m'en aperçoive, le soir, elle me disait, papa, je vais aller dormir chez des amis et tout. Et puis, moi, comme j'avais ma maladie à soigner, je me disais, bon, oui, d'accord. Effectivement, il y a eu du laisser-aller, puis j'ai pas, sur le coup, compris ce qui arrivait, en fait. Depuis son arrestation, Matteo, devenu majeur, a trouvé un emploi de chauffeur-livreur. La juge veut savoir ce qu'il en est aujourd'hui de sa consommation de cannabis avant de prononcer la peine. Oui. Vous, tout à l'heure, vous commenciez à dire que vous aviez diminué, c'est-à-dire, vous en êtes où par rapport à la consommation, monsieur? Avant, j'étais à 2 grammes par jour. Maintenant, j'en suis à 1 joint, même pas. Oui. J'essaie de diminuer petit à petit. Ça reste beaucoup trop, surtout que vous conduisez dans le cadre professionnel. J'essaie de pas du tout fumer parce que je conduis. D'accord. Le trafic de stupéfiants est puni au maximum de 10 ans d'emprisonnement. Mais pour tous les délits, les peines sont divisées de moitié quand il s'agit de mineurs. Dans l'attente du délibéré, Matteo semble avoir pris conscience de ses actes. Ça me remet en cause. Je sais que je fais des conneries, voilà, maintenant je dois les assumer. C'est tout. Avant, je travaillais pas. C'est n'importe quoi. Pourtant, j'ai un travail, tout ça. Les éducateurs qui sont là pour nous aider, ça va, tout se passe bien. On va dire que c'était une erreur de jeunesse? Ouais, exactement. C'est ça. Exactement. Faut rebondir maintenant. Le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des infractions et prononce la peine de 2 mois d'emprisonnement, assortie intégralement d'un sursis mis à l'épreuve pendant une durée de 18 mois. Pendant cette période, aucun écart ne sera toléré. Vous pourriez voir ce sursis mis à l'épreuve révoqué et donc être envoyé pour 2 mois en prison. D'accord? Donc c'est sérieux. D'accord? Est-ce que tout est clair, monsieur? Tout est clair. Très bien. Alors, vous allez pouvoir reprendre vos pièces justificatives. Cette condamnation, le père de Matteo la vit un peu comme si c'était la sienne. On a l'impression d'avoir été coupable du fait qu'il soit ici. D'avoir peut-être, oui, loupé quelque chose, un passage dans notre vie, en fait. Même peut-être pris un mauvais virage. Comme Matteo, 65% des jeunes condamnés ne récidivent jamais. Depuis 2010, la délinquance des mineurs est en légère diminution. Les policiers amènent ce soir-là un nouveau détenu. Il est mineur, il vient de passer 7 heures en garde à vue. C'est sa toute première incarcération. Les barreaux, pour la première fois, à 17 ans. Soit ça peut se passer bien, soit ils peuvent être très très choqués. Ça dépend du profil de la personne. Bon. Les cartes. Posez dessus. La prise d'empreinte, la remise du pactage, et puis la traversée de la cour. Allez, c'est parti. Aux fenêtres, 60 détenus. Des ados âgés de 14 à 18 ans, incarcérés pour vol, braquage ou trafic de stupes. La plupart a été accueillis de cette manière. Non. C'est en fait une sorte de bizutage réservé aux arrivants. Forcément impressionnant le premier soir. Non, réponds pas comme je t'ai dit. Garde ton calme, pas de soucis, ça va s'arranger. Ça va être pareil. Vous avez la télé là? Vous avez le lit, le matelas, l'armoire. Les cellules sont toutes individuelles avec douche et toilette. Elles font 10 mètres carrés. Le détenu est ensuite reçu en audience par un gradé. On entend des bruits comme ça toute la nuit? Non, monsieur, il s'endorme à un certain moment, beaucoup plus tôt que vous le pensez. Ouais. Première formalité, lire le règlement intérieur de la prison. On doit respect, obéissance à tout personnel. On appelle ça les 10 commandements. On ne doit insulter personne, on doit maintenir sa cellule et ses accessoires propres.
Ok. Aucune question? Non, c'est bon. Ok, jeune, donc vous faites confiance. Faites en sorte que si on entend parler de vous, que ce soit bien. Ce jeune homme vient d'être écroué dans un EPM, un établissement pénitentiaire pour mineurs. Il en existe 6 en France, des prisons dans lesquelles les incidents se sont multipliés ces derniers jours, à Lyon, à Marseille ou encore à Lavore dans le Tarn. Mutinerie, mais aussi jets de projectiles, insultes et agressions à l'encontre des personnels. Avant ces incidents, nous avions été autorisés à tourner à Marseille. Ici, pas de barbelés ni de miradors, mais de petites unités en forme de maisonnettes, comme dans tous les EPM de France. Des centres inaugurés il y a 4 ans pour répondre à l'augmentation de la délinquance. Jusqu'alors, les moins de 18 ans étaient incarcérés exclusivement dans des prisons pour adultes, au sein de quartiers réservés. Cette prison d'un nouveau genre est censée être plus éducative. Ici, les détenus mineurs ont 30 heures d'activité par semaine, dont 18 heures de cours, contre 12 dans une prison classique. Le détenu arrivé la veille est conduit chez le proviseur pour évaluer son niveau. Donc je me présente, je suis le proviseur de l'EPM, donc je vais vous tester au niveau scolaire pour vous mettre dans un groupe à partir de lundi. Hein, d'accord? Alors ça, ce sont des mots qui ne veulent rien dire en français, mais je vous demande de me les lire à voix haute, s'il vous plaît. Facile, brat, nital, molite, bombe, olent. Très bien. Est-ce que vous avez des difficultés de lecture, en général? Ouais, je mets un peu du temps à lire. C'est un peu difficile, d'accord. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas scolarisé? Depuis la 5e. Ça fait bien 4 ans et demi. Ça fait 4 ans et demi que vous n'êtes pas scolarisé. D'accord. Ça arrive souvent que vous ayez des gamins comme ça qui ne sont pas allés à l'école depuis 4 ans et demi? Ah oui, il y en a beaucoup qui sont en rupture scolaire, oui, tout à fait. Oui. On va dire que ça concerne à peu près 60% des enfants que nous scolarisons à l'EPM. Et donc, il faut leur remettre le pied à l'étrier. Voilà. La difficulté, c'est que les détenus ne restent que 2 mois et demi en moyenne en détention. Madame Troin. Le scolaire est obligatoire, chacun est orienté vers sa classe. Cela va du niveau alphabétisation au bac pro. On est dans la nature. Donc garage, c'est un nom, d'accord? Exprimer, c'est un verbe, on est d'accord? Jamais, un verbe. Ouais, super. Moi, un pronom. Chut, vous êtes nickel là. Dans chaque salle, 6 élèves maximum au lieu de 30, dans n'importe quel collège à l'extérieur. Sur la fiche, c'est le mieux. J'aime bien l'école ici. Ici, on nous explique bien ici. On comprend bien, mais là-bas, je comprenais rien là-bas. Quand j'étais dehors, je comprenais rien. Parce que déjà, on était beaucoup en classe. Et voilà. Comme les surveillants, les profs sont volontaires. Anne-Marie travaille ici depuis 3 ans et enseignait auparavant en collège. C'est quoi la différence entre justement vos élèves d'avant et ceux d'ici? On est bien. Quand il reste un petit peu de temps, on arrive à créer des liens qui sont quand même plus personnels, plus privilégiés. C'est un souffle d'air frais, c'est de les amener à se remettre à réfléchir, à faire des belles choses, à lire des textes, à dessiner. Je trouve que c'est très important. Mais la prison n'est jamais loin. It's finish. Messieurs, on va en pause. La récréation se déroule juste en face, dans une salle fermée à clé. C'est officiellement l'espace pause. Les détenus appellent ce lieu l'aquarium, à cause des vitres sans teint. Il y a ici 3 fois plus de personnel encadrant que dans une prison classique. Plus de surveillants, mais aussi plus d'éducateurs, comme Bader. Il travaille à plein temps et vient ce soir pour le repas. Ça va? Vous prenez vos chaises et vous vous asseyez, les gars? Dans une prison classique, les mineurs mangent seuls en cellule. Ici, ils prennent leur repas ensemble, en présence d'un surveillant et d'un éducateur. Donc voilà, donc tu seras fixé demain. L'occasion pour Bader de les aider dans leur quotidien. En fait, ça va se passer dans le cadre Ce soir-là, un mineur est angoissé à l'idée de passer au tribunal le lendemain. Concrètement, demain tu es extrait, le juge d'instruction il demande une prolongation de ton mandat de dépôt. Voilà. Et c'est ton avocat demain qui va, entre guillemets, défendre ta position.
sa situation judiciaire devant le JLD. Donc te mine pas trop le cerveau, on verra, tu seras fixé demain, ok? Quelques minutes plus tard, Bader va voir un jeune détenu qui ne participe pas au repas. Il est consigné pour avoir insulté un surveillant. Tu l'as provoqué un petit peu quand même, non? Tu l'as quand même un peu provoqué. C'est une victime quoi dans cette histoire encore. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Pas de repas avec les autres, c'est sa punition. Pour des faits plus graves, il y a une commission de discipline. C'est une sorte de mini-tribunal. Sur l'estrade, le directeur adjoint et 2 assesseurs. En face, une avocate. C'est une nouvelle règle. Pour les mineurs, sa présence est obligatoire. Ce jeune de 14 ans a été surpris avec du cannabis dans sa cellule. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire, à donner comme explication sur les faits qui vous sont reprochés? Les faits, c'était pour ma consommation. C'est pour votre consommation? Vous avez conscience que ça peut avoir des impacts assez graves sur votre santé, le fait de consommer ce genre de substance? Ça vous fait pas réagir par rapport à ça? Non. Vous n'avez pas envie d'arrêter? Non. Ça vous aide à vivre la détention mieux? Il est franc, mais ne sert pas vraiment sa défense. L'avocate vient à son secours. Alors aujourd'hui, vous avez un jeune homme, et il convient d'insister là-dessus, âgé de 14 ans, et qui vit très mal cette détention, il faut le reconnaître. Et encore une fois, on n'est qu'un enfant à 14 ans. Je vous demande de faire preuve d'indulgence. Comme il a moins de 16 ans, il écope d'une sanction éducative. Il doit soigner sa dépendance auprès du service de santé de la prison. À défaut, il sera privé de télévision pendant 5 jours. Pour des faits plus graves, certains peuvent passer jusqu'à 7 jours dans cette cellule disciplinaire. Depuis le début 2011 à Marseille, il y a eu une vingtaine d'agressions contre des membres du personnel. La plus grave, c'était il y a 2 semaines. Lors d'une tentative d'évasion, une surveillante a été rouée de coups. Des violences contre le personnel, mais des violences aussi entre détenus. Ce jeune est incarcéré à Marseille depuis 2 semaines. Dès son arrivée, il a déclenché des réactions hostiles des autres détenus. Il est du coup isolé des autres. La direction lui a aménagé un horaire spécial pour faire du sport. C'est toujours comme ça? Vous promenez dans la... C'est l'habitude, hein. Marseille contre... Il vient d'un autre département et surtout s'est bagarré auparavant avec un autre détenu de l'établissement. Rien. Il faut le protéger. Ah oui, il faut le protéger. Il faut, chaque mouvement, il faut qu'il soit seul et accompagné de 1 ou 2 surveillants. Comment vous vivez, vous, le fait de ne pas être en collectivité avec les autres? Ah, c'est sûr, tu vis toujours un peu mal, tu fais une double peine. Mais bon, tu peux pas faire autrement. Tu sors, ça va faire de bagarre. Et le but, c'est pas ça. Le but, c'est de sortir le plus rapidement possible. À 17 ans, c'est sa 6e incarcération. Il vient d'être renvoyé d'une prison classique à cause de son comportement difficile. C'est la première fois qu'il vient à l'EPM. Comme il ne participe pas au groupe scolaire, une prof vient lui apporter ses cours en cellule. Ici, il se montre motivé. Donc c'est à toi de choisir. Là, c'est le programme de CAP. Moi, je veux sortir avec un peu d'instruction. C'est pour ma sortie, tout ça que je le fais. Pour le travail et tout, on en aura besoin. Regardez la bibliothèque. Léa reprend aussi 2 livres qu'elle lui a apportés la dernière fois. Qu'est-ce qu'il dit là? Alors là, c'est un roman qui est historique. C'est pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, sur une jeune fille qui est dans une cave. J'avais jamais lu un livre comme ça. C'est la première fois que je suis arrivé à le dire. Jamais je regardais que des livres avec les images. Je pense qu'il y en a quelques-uns quand même qui ont pris le goût à la lecture ici et c'est bien comme ça. C'est dommage que ça ait été suscité par le milieu carcéral et par le fait d'être enfermé. Mais du moment qu'à un moment donné, il y a cet intérêt-là, nous, on est contents. C'est le seul détenu isolé. C'est aussi le seul à être père de famille. Une lettre de mon fils, carte de Noël. Il a quel âge? 1 an et demi. Là, 1 an et demi? Vous l'avez eu jeune? Ouais, j'avais 16 ans. Depuis qu'il est né, j'ai passé beaucoup de temps en prison. Combien de temps? 11 mois en prison. Et il a 1 an et demi.
Et qu'est-ce que t'en penses de ça? Ah, j'en pense que c'est pas bien. Je veux qu'il ait une vie meilleure que moi, que ce que j'ai eu. Je veux pas qu'il passe par où moi je suis passé. Son père est décédé alors qu'il était enfant et il n'a quasiment plus de contact avec sa mère. Ses tuteurs sont ses grands-parents. Chaque semaine, il a le droit à 3 visites et 2 appels téléphoniques. Allô? Allô? Oh, ça va? Ça va? Ah, il fait beau, hein? Ah ouais, il fait beau, mais voilà, en cellule. C'est pour la partie de boule, au tac. Ah ouais, il y en a marre. Eh, qu'est-ce que tu veux faire, mon petit? Ouais, ça va, bientôt je suis dehors, bientôt je suis dehors. Prendre sûrement la patience, ça. Ah ouais. Ça va couper dans 10 secondes. 9 secondes. Bon. La famille n'est pas le seul soutien des détenus. Chaban, le prof de boxe, lui aussi croit en eux. Il leur apprend respect et discipline par la boxe. On essaie de leur donner pour leur montrer que dehors, il y a d'autres choses à faire. Il n'y a pas d'aller arracher le sac d'une personne âgée ou d'aller... Non, puisque quand vous leur posez la question, tu dis, mais si ça arrive à ta mère, ça, qu'est-ce que tu ferais, toi? Mais ils vous disent, je le tue. Ben, tu as de la chance qu'on ne te tue pas, toi, aujourd'hui. Et tu as de la chance d'apprendre autre chose. En cet instant, on se lâche complètement, ferme les yeux. Et on est carrément dans un autre monde, là, on dort, OK? La relaxation totale, s'il vous plaît. Ce moment-là est sa plus grande fierté. Ben, vous voyez, là, là c'est le meilleur moment, quand on a fini l'entraînement, pour être bien. Ce travail, on le fait dans le stade, où il y a tous les détenus qui le regardent par les fenêtres, mais personne ne crie, parce qu'ils savent que c'est un moment de relaxation, de très calme. C'est-à-dire, ils se respectent. En 3 ans, près de 1000 détenus sont passés par cette EPM. Que sont-ils devenus ensuite? Aucun bilan n'est officiellement disponible sur le taux de récidive.